Bonjour, je suis Félicie Wicou. J'ai intégré l'ESSEC en PGE après 2 ans de classe prépa à Saint-Louis et avec une moyenne de 17,34 aux écrits. Comment s'est déroulée ta prépa ECG globalement? Moi, la prépa, c'est une expérience que j'ai bien vécue. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, ça a vraiment été une expérience très enrichissante, très formatrice, euh, que j'ai bien vécue de manière générale. J'ai su, je pense, trouver mon équilibre malgré le rythme assez intensif de la prépa. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ta transition entre le lycée et la prépa? Oui, donc moi je viens d'un lycée en province, à Cambrai, dans le nord de la France. J'ai intégré Saint-Louis, qui est donc une prépa parisienne. Je sais que ça fait peur à beaucoup de gens, la prépa parisienne. C'est un peu ce mythe où tout le monde est hyper fort et on ne sait pas si on va réussir à s'intégrer là-bas. Et j'avais cette peur aussi de me dire, mais j'arrivais là-bas et en fait, je vais être hyper nulle. Tous les gens là-bas, ça va être des monstres en maths, en géopo, et moi je vais être là un peu comme une fleur à pas savoir quoi faire. Mais en fait, il faut se rendre compte qu'en prépa parisienne, il y a plein de gens qui viennent de province. Il n'y a pas que des gens qui viennent d'Henri IV et de Louis le Grand, même s'il y en a certains, et ça se voit dans les premiers mois de prépa parce qu'ils ont eu un enseignement plus poussé. Mais en fait, la prépa, ça va tellement vite que rapidement, on rattrape ce retard et il suffit de travailler un petit peu pour trouver sa place en fait, dans la prépa. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle lycéenne tu étais au lycée? Alors moi, j'étais la très bonne élève qui réussissait tout sans travailler énormément. C'est-à-dire que j'ai fait mon lycée, je pense, en révisant au maximum 30 minutes les maths pour chaque contrôle. Et on arrive en prépa, il faut changer ce rythme-là. Je pense que j'étais vraiment un peu ce cliché de la bonne élève qui avait des facilités dans plusieurs matières et qui, donc, du coup, avait un profil très polyvalent, mais qui n'avait jamais appris à travailler, en fait. Donc, c'était vraiment le gros point de la prépa pour moi, c'était apprendre à travailler, parce que je ne l'avais pas fait au lycée. Est-ce que tu penses que AGGSP et maths comme spécialité, c'était les bons compromis? Pour la prépa ECG, je pense que la combinaison HGG maths, c'est quand même l'une des meilleures possibles, puisque simplement, moi j'étais en maths approfondie géopolitique pour les concours, et en fait, c'est les deux grandes matières très coefficientées. Donc, même si à partir d'un moment, ce qu'on a fait en géopolitique au lycée, ça nous sert plus en prépa, parce que le programme va tellement plus vite et tellement plus loin que c'est compliqué en fait de se reposer sur ce qu'on a fait au lycée et ça fonctionne pas de toute façon. Mais je pense qu'au début d'année, ça te donne un peu ça te rassure de savoir que t'es pas complètement perdu. Le premier chapitre qu'on avait fait en géopolitique, c'était vraiment très théorique sur des auteurs, des théories, etc. Et c'était des choses que j'avais vues au lycée, donc ça me permettait de me consacrer plus sur les maths, où là, pour le coup, ça va très très vite et faut prendre le rythme très tôt dans l'année, d'avoir cette connaissance un petit peu de la géopolitique au début. Pourquoi est-ce que tu as choisi de faire une prépa? Alors, la prépa, c'était pas mon choix numéro un. Mon choix numéro un, je l'ai pas eu sur Parcoursup. Donc, la prépa, c'était un choix rationnel. On m'avait toujours un peu poussé vers la prépa sans m'y obliger, mais ça avait toujours été un peu dans ma tête de se dire, je suis une bonne élève, je sais pas exactement ce que je veux faire plus tard. La prépa, c'est une option qui va me garder beaucoup de portes ouvertes. Donc, c'était pour ça que je me suis orientée en prépa premièrement. Et c'est un choix que je regrette pas du tout. Je pense que la prépa m'a apporté beaucoup de choses. C'est un choix que je regrette pas du tout et je pense que ça a été très formateur pour moi. En deuxième année, du coup, quelle était ta meilleure méthode de travail? La méthode de travail qui fonctionnait le mieux pour moi, c'était la feuille blanche. C'est-à-dire où j'apprends un peu mon cours de mon côté. J'utilisais beaucoup Anki. Donc, c'est des flashcards qui reviennent de manière assez régulière. Donc, je faisais ça. Et à partir d'un certain moment, j'étais bon là, OK, on fait sans aucun support. Et c'était ce qui, pour moi, marchait le mieux parce que ça me permettait de vraiment me rendre compte là où j'avais les connaissances et là où elles me manquaient plus. Donc, ça pouvait être sur des plans en géopolitique, sur des formules en maths, sur des concepts en philo ou des auteurs. Et donc, comme ça, je pouvais reprendre mon cours de manière plus précise en voyant bien là où ça fonctionnait pas, là où les flashcards, elles reviennent de manière régulière, que tu les connaisses bien ou pas. Et est-ce que ça t'a pris du temps de mettre en place cette méthodologie? Oui, je pense qu'en première année, on est tous à essayer plein de techniques parce qu'on nous dit il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, et en fait, on ne sait pas ce qui fonctionne. Il y a des trucs qui fonctionnent très bien pour certaines personnes, d'autres qui ne fonctionnent pas. Moi, je sais qu'il y a des gens qui me disent il faut absolument que tu aies un planning très fixe où tu sais que le lundi soir, toutes les semaines, tu vas faire des maths. Et pour moi, ça ne fonctionnait pas du tout parce que j'ai pas suffisamment de discipline, je pense, pour savoir me tenir à un planning comme ça. Il fallait que j'ai une certaine flexibilité. Donc, et après, dans la méthode de travail, il y a des gens qui fonctionnent par Pomodoro, d'autres qui fonctionnent par la feuille blanche comme moi, etc. Il faut juste trouver ce qui nous convient le mieux. En maths, comment tu travaillais? Alors, les maths, c'était la matière que j'avais le plus de mal à travailler. C'était une matière c'est la matière la plus importante qui demande énormément de concentration et d'investissement. Et donc, j'avais
réviser le cours, c'était pas trop problématique, ça j'arrivais à le faire de manière assez régulière. C'était me mettre à faire vraiment des exercices, des annales, etc. Et je sais que j'ai énormément de mal à les faire seule. Donc ma méthode pour travailler les maths, c'était vraiment la culpabilité. Je me mettais dans une salle où tout le monde faisait des maths, donc je n'avais pas le choix, il fallait que je fasse des maths, parce que tout le monde autour en faisait. Et c'est pas la meilleure façon de travailler, parce que c'est pas une motivation qui vient de soi, c'est vraiment on voit les autres et on se dit bon bah il faut que je le fasse. Mais si on sait que c'est une matière sur laquelle on a tendance à beaucoup procrastiner, en fait c'est la seule façon d'être efficace, de trouver une motivation ailleurs que chez soi, parce que parfois elle n'est pas suffisante. Donc c'était ce que je faisais, la culpabilité. Quelles étaient tes difficultés et comment tu les as gérées? Mes plus grandes difficultés, du coup, c'était les maths, parce que j'avais beaucoup de mal à me mettre à travailler, et l'espagnol, parce qu'en fait, je suis arrivée en prépa, et l'espagnol, j'étais pas du tout prête. J'avais pas le vocabulaire, j'avais pas la grammaire, j'avais pas les méthodes. Je suis arrivée, je pense que j'étais parmi les dernières de ma classe en espagnol, et j'étais un peu paniquée. C'est pas une matière très importante, l'espagnol, c'est la LV2, mais en fait, on peut pas abandonner une matière en se disant c'est pas grave, elle est pas très coefficientée, parce qu'en fait, un aléa, et en fait, c'est peut-être cette matière-là qui va sauver cet aléa, donc au concours. Et donc j'ai beaucoup travaillé l'espagnol, beaucoup trop de flashcards de vocabulaire en espagnol. Et finalement, on remonte petit à petit avec de la persévérance et du temps. Donc finalement, j'ai eu 15 au concours en espagnol, donc c'est pas mal. Comme quoi. Comme quoi. Est-ce que globalement, tu aurais des conseils pour progresser au niveau de la méthodologie en prépa? Je pense les profs de prépa sont très compétents, il faut les suivre quand ils nous donnent des conseils méthodologiques, il faut essayer de les appliquer. Mais après, il n'y a pas de recette miracle, je pense, pour progresser en méthodologie. C'est juste, faut pratiquer et petit à petit, la méthode, elle rentre. Et c'est à force de colle, à force de DS que on va réussir à faire un plan en 3 parties dans le temps imparti avec une progression qui est logique, une bonne problématique, etc. Ça ne vient pas d'un coup tout seul. Donc évidemment, on peut s'entraîner de son côté. Mais je pense que dans des matières, encore plus les matières littéraires, on a vraiment besoin d'un retour autre que le sien parce que c'est dur de s'auto-juger. Donc, faut suivre les profs. Par rapport au DS, au col et au concours blanc, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu t'es organisée? Alors, pour l'école, comme c'est hebdomadaire, que c'est très régulier, etc., je ne les travaillais pas forcément très en amont. J'avais tendance à les travailler un peu la veille, puisque c'est pas l'objectif de ton année, la colle. C'est vraiment, il y a une éval cette semaine, on va travailler cette semaine sur ce point-là. Donc c'est bien, ça permet de réviser régulièrement. Après, je n'étais pas la plus s'organiser pour l'école. Après, les DS, les concours blancs, c'est vraiment des évaluations de plus grande ampleur. Donc le DS, c'est vraiment, tu sais que toute cette semaine-là, dès que tu as un moment un peu de répit, tu vas travailler ton DS parce que c'est ton objectif de la semaine et ça va reprendre des choses beaucoup plus larges que juste une colle qui est sur le programme d'1 ou 2 semaines. Et moi, j'avais la chance pour les concours blancs, je ne suis pas de nature très anxieuse, donc pour les concours blancs, je gérais mieux le stress que certains autres élèves parce que j'arrivais aussi à me détacher du fait que c'est un concours blanc. Si je rate, c'est pas grave. Mieux vaut que j'arrive à me mettre dans le rythme de savoir que c'est matin, après-midi, pendant plusieurs jours, que c'est très demandeur à la fois mentalement et physiquement, parce qu'en fait, c'est fatigant de passer 8 heures par jour à gratter. Et j'étais assez sereine pour l'école, les DS et les concours blancs. J'arrivais à me dire que c'est toujours de l'entraînement et qu'il faut juste profiter en fait, de ces entraînements plus que d'être paniqué à ce moment-là. Alors là, on va parler du coup de ton organisation pendant les week-ends. Comment tu faisais? Alors, moi, je rentrais donc dans le Nord, dans ma famille, un week-end sur 2. Donc, je savais que les week-ends où je rentrais, j'allais pas travailler beaucoup. Parce que c'était un peu mon moment off où je retrouvais mes frères, je retrouvais mes parents, j'allais voir mes grands-parents, je retrouvais des amis. Donc, c'était vraiment ce moment où je m'accordais du temps pour moi sans la prépa. Donc, quand on sait que pendant 2 jours, on va pas faire grand-chose, faut être préparé un peu à l'avance, savoir que même si dans ces 2 jours, on n'a pas envie de travailler, va falloir prendre des temps pour le faire. Donc moi, c'était les trajets en train, parce que je mets 3 heures en train pour faire Paris, le nord de la France. Donc je savais que du coup, sur mon week-end, j'avais 6 heures où j'allais bosser, mais j'allais bosser très efficacement, très vite, parce que j'aurais pas plus de temps dans mon week-end. Et les week-ends où je restais avec un ami, on prenait une salle de colle et on travaillait les 2 jours du week-end, un peu non-stop, à faire des annales, des révisions, etc. Préparer aussi des sujets de colle qu'on se donnait mutuellement pour voir comment on gérait aussi des sujets qui sont un peu originaux. Et voilà, donc c'était mon organisation des week-ends. C'était pas fatigant de travailler non-stop les week-ends? Comme un week-end sur 2, je prenais une pause, ça allait, ça me permettait d'avoir un rythme. Après, je sais que les gens qui rentraient pas ou qui rentraient souvent, ils se gardaient souvent le samedi après-midi, après le DS, où ils travaillaient pas et ils bossaient tout le dimanche. Moi, comme je savais qu'un week-end sur 2, j'allais pas bosser du tout,
j'ai fait un autre choix. Mais il faut vraiment trouver son équilibre. Il y a des gens pour qui c'était où ils sanctuarisaient un peu le samedi soir. Moi, je savais que c'était un week-end sur deux où ce serait la pause, quoi. Pendant la prépa, comment tu arrivais à gérer ton temps personnel, tes cours et peut-être tes engagements extrascolaires? J'avais assez peu d'engagements extrascolaires. Les engagements que j'ai pris, c'était vraiment personnel. J'avais décidé que toutes les semaines, j'irais à la piscine. Donc, si j'y allais pas, c'était pas grave. Je ratais pas une séance dans un club ou une répétition de théâtre, etc. C'était vraiment juste pour moi. Donc, moi, je sais que j'étais quelqu'un qui prenait vraiment la pause et le moment de... c'est tout, à un moment, faut déconnecter parce que c'est assez prenant quand même. On a des volumes horaires qui sont assez importants. Rien qu'en cours, on a plus de cours qu'à la fac. On a l'école, on a les DS, on a le travail à côté. Donc, c'est vraiment beaucoup de temps et je pense qu'il fallait savoir se prendre des pauses, des moments off. Donc, c'était juste ne pas culpabiliser, en fait, de prendre une pause. Je pense que c'est vraiment ça qui a pu faire la différence dans mon équilibre, c'est que il y avait des moments où oui, je culpabilisais parce que ma pause, elle était trop longue. À un moment, il fallait se remettre à travailler. Mais je culpabilisais pas de prendre une pause parce que parfois, on en a besoin. Et je pense que entre ça et le sommeil, c'est vraiment deux choses qui sont hyper importantes en fait, pour tenir les 2 ans de la prépa. Parce que la prépa, c'est pas un mois intensif, c'est 2 ans. Donc, il faut se ménager en fait, pour arriver jusqu'au bout. Est-ce que tu as des retours sur ta prépa à Saint-Louis? Oui, donc Saint-Louis, c'est une des prépas parisiennes. Donc, c'est assez intimidant. Mais de manière générale, tous les profs sont assez encourageants. Il n'y a pas cette ambiance non plus de compétition qu'on m'avait un peu... on m'avait dit que ce serait très compétitif la prépa et finalement pas du tout. Il y a vraiment un bon esprit d'entraide, un groupe classe qui est assez soudé. Parce qu'en plus, on est la seule prépa commerce dans le lycée. Donc on a un peu cette particularité qui fait que on se connaît tous. On connaît aussi un peu nos carrés, nos bisous. On a vraiment cet esprit d'entraide en fait, entre la prépa commerce. Et il y a des profs qui sont vraiment très bien, qui sont encourageants, qui te donnent des bonnes méthodologies de travail, qui sont pas là pour te rabaisser, en fait, qui te montrent que tu peux faire mieux. Ce que tu as fait, c'était pas forcément génial. Mais ils te disent pas que tu y arriveras jamais. C'est vraiment très encourageant de manière générale. Et il y a des très bons profs à Saint-Louis et aussi des bons colleurs. Parce que les colleurs, c'est autre chose. Il y a des colleurs qui sont aussi vraiment à te donner des aides là où les profs peuvent pas forcément. Je sais que j'avais une colleuse de maths qui m'avait envoyé plein d'annales d'oraux que le prof de maths n'avait pas forcément à disposition. Donc c'était très chouette. Quel était ton meilleur prof en prépa? Il y a 2 profs qui sont très importants en prépa, c'est le prof de maths et le prof de géopolitique. Et on a eu 2 excellents profs en prépa en 2e année. Donc Monsieur Munier qui est assez connu sur Major Prépa, qui pour le coup est vraiment un prof qui a une très bonne méthodologie de travail, qui donne beaucoup d'informations mais qui nous laisse aussi une part en autonomie. Moi je sais que j'ai une mémoire auditive, donc comme il se répétait parfois un peu beaucoup dans ses cours, il y a des gens qui s'énervaient, mais moi ça m'allait très très bien. Comme ça je retenais vraiment les concepts. Et le prof de maths qui était vraiment génial, qui a réussi à finir son programme en avance pour nous faire 2 semaines de révision avec lui. Donc c'était vraiment hyper chouette parce que on avait ce temps d'exercice avec lui où il nous corrigeait, où il nous expliquait, etc. Donc 2 très bons profs en 2e année. Parfait. Du coup, là, on va arriver à la partie avant les concours. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est déroulé, tes révisions? Alors, moi, les révisions, je les ai passées à Saint-Louis. Je ne suis pas rentrée chez moi. Je sais qu'il y a des gens qui veulent rentrer chez eux, mais moi, je savais que si je rentrais chez moi, je ne réviserais pas assez. Donc, je suis restée à Saint-Louis avec le même ami avec qui je révisais les week-ends. Et donc, on a fait nos 2 semaines de révision ensemble, matin, midi, soir, vraiment toute la journée. Et pendant ces révisions, moi, j'ai choisi de faire une demi-journée sur les maths tous les jours, parce que c'est vraiment la matière la plus importante et la matière où j'avais le plus de difficultés, outre l'espagnol. Et l'après-midi, je variais entre réviser la géopo, réviser la philo, réviser un peu les langues, même si les langues, c'est un peu dur de les réviser, je trouve, parce que c'est pas... Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, c'est de la pratique qu'il faut faire, plus que d'apprendre son vocabulaire qu'on a déjà appris en fait dans l'année. Donc, ouais. Et moi, en maths, j'ai fait le choix de faire des annales plutôt écrites comme EDEC. Alors, je sais que c'est un avis un peu controversé. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des annales parisiennes. Mais en fait, les annales parisiennes, c'est très précis, très particulier. Et c'est très dur, donc je trouve ça décourageant. Donc moi, je faisais des annales plus faciles, mais avec des méthodes très classiques. Et en fait, on se rend compte que ces méthodes-là, on peut les appliquer dans des cas particuliers, alors que les méthodes d'un cas particulier, ça ne fonctionne pas sur tout. Donc moi, j'ai fait ce choix-là et ça a plutôt bien fonctionné. Parfait. Du coup, tu avais une petite particularité, c'est que tes années de prépa, tu les as fait en internat. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, les avantages, les inconvénients?
Alors, il y a 2 gros avantages à l'internat. Le premier, c'est le temps. Je pouvais me lever à 7h40 et être à 8h en cours. J'avais pas du tout de temps de transport. D'un point de vue de l'organisation, c'est incroyable parce qu'en fait, on gagne beaucoup de temps de sommeil. C'est-à-dire qu'on peut se coucher à la même heure que les autres et en fait dormir 1h30 de plus. Donc, c'est assez fou ça parce que je pense, le sommeil, c'est vraiment l'un des trucs les plus importants. Il faut absolument pas le négliger en prépa. Donc ça, c'était un gros avantage. Et l'autre avantage de l'internat, quand on est à Paris, c'est le point de vue financier. Tout simplement parce que ça coûte beaucoup moins cher que prendre un appart. Donc pour moi, l'internat, c'était aussi une opportunité, parce que sans l'internat, je n'aurais pas fait mes études à Paris, en fait. Donc c'est vraiment les 2 avantages. Et après, il y a aussi un esprit d'équipe à l'internat. Je travaillais parfois avec mon voisin, ou avec, en première année, c'était des chambres de 2. Donc avec ma coloc, on a quand même pas mal travaillé ensemble. On se donnait des tips dans une matière ou dans une autre, parce qu'on n'était pas forcément fortes dans les mêmes domaines. Donc non, c'était très chouette. Comment se sont passés les écrits? Est-ce que tu pourrais nous décrire ton ressenti? Donc moi, j'avais plutôt un bon ressenti sur les écrits quand j'en suis sortie. Il y avait assez peu d'épreuves où je me suis dit: «Ah, ça n'a pas été». Il y a eu des épreuves où j'étais pas sûre de moi, ou notamment en philo où j'ai pas du tout aimé les sujets, que ce soit à l'ESSEC ou à HEC, les sujets, je les ai vus, j'étais: «Ah mais je sais pas ce que je vais dire là-dessus». Je sortais de l'épreuve, je ne savais pas ce que j'avais dit là-dessus. Ouais. Mais j'avais aucune épreuve où je me suis dit: «C'est vraiment une catastrophe». Ça va pas du tout. Donc je pense que pour les écrits, il faut aussi savoir passer d'une épreuve à une autre. C'est-à-dire que quand une épreuve est finie, même si elle ne s'est pas très bien passée, il ne faut pas y repenser pendant 1h30, le temps de la pause du midi, pour arriver dans l'autre épreuve, encore dans l'épreuve du matin. Vraiment savoir compartimenter. Donc moi, je sais que j'appelais ma mère. Je lui racontais toute l'épreuve. Ça prenait une demi-heure, mais après, c'est toute l'épreuve, elle était rangée. J'avais déversé tout ce que je voulais dire et tout ce qui m'avait frustrée pendant l'épreuve. Et comme ça, je pouvais aborder la suivante avec un peu plus de sérénité. Et après, c'est tout. Faut dire que c'est 2 semaines très intensives, mais ça fait 2 ans qu'on nous prépare pour ça. Et même si on a la sensation d'être pas prêt, en fait, il n'y a personne qui est prêt au moment des concours. On voudrait tous faire 5 ans de prépa pour être sûr d'y arriver. Mais c'est tout, c'est 2 ans, donc il faut s'arrêter là, quoi. Pour preuve, tu as eu 17,34 de moyenne. Est-ce que tu t'attendais à un tel résultat? Non, pas du tout. J'ai eu des notes en maths qui étaient bien au-dessus de ce à quoi je m'attendais. Moi, je visais plutôt 14, j'ai eu 17 en maths. Donc, en fait, ça a boosté ma moyenne d'une façon à laquelle je ne m'y attendais pas. Et en fait, je pense que c'est aussi un peu un piège de se comparer aux gens de sa classe, parce qu'en fait, les concours, c'est sur la France. Et en fait, on peut être moyen en prépa et en fait être beaucoup mieux à l'échelle nationale. Donc, je ne m'attendais pas du tout à avoir autant. J'avais certaines matières que je pensais avoir vraiment réussi, je les ai moins bien réussi. D'autres matières, je me suis dit, bon, c'est pas trop mal, et en fait, je les ai très bien réussi. Il faut dire que les concours, c'est beaucoup d'aléas. Il y a des aléas positifs, il y a des aléas négatifs, mais de manière générale, ça se compense, et puis il y a des bonnes surprises. Est-ce que tu pensais pouvoir intégrer l'ESSEC? Alors, à la sortie des écrits, je m'étais mis aucune école. J'étais là, non, on va pas se mettre d'école, parce que je ne saurais pas gérer la déception. Il faut que je reste ouverte et que je me prenne pas trop la tête avec ça, parce que c'est un peu le risque aussi après les écrits, c'est qu'on attend les résultats pendant 1 mois et demi. Donc si on se dit je pense avoir telle école, et qu'en fait on les a pas ou qu'on a mieux, en fait on est mal préparé. Donc moi je me suis dit je ne sais pas ce que j'aurai, on avisera au moment où les résultats tomberont. Par contre après les oraux, j'avais eu un bon feeling aux oraux de l'ESSEC et je savais que mes écrits, j'étais bien classée du coup aux écrits. Donc à la sortie des oraux, je pensais que l'ESSEC était atteignable. Je savais que HEC serait beaucoup plus dur et en effet, je ne l'ai pas eu. Mais c'est un ressenti très différent à la sortie des écrits et à la sortie des oraux. Du coup, tu n'avais pas d'école particulière à viser? Non, dans mes années de prépa, je visais une parisienne après laquelle les 3 m'auraient très bien convenu en vrai. Et donc oui, à la sortie des écrits, j'avais préféré ne pas viser d'école, de me dire que je verrais bien, que j'aviserais au moment précis pour peut-être m'épargner du stress et potentiellement de la déception. Est-ce que tu pourrais nous dire du coup comment se sont passés les oraux? Les oraux de toutes les écoles ou juste l'ESSEC? De toutes les écoles. Ok, donc moi j'ai passé quand même 5 écoles. J'ai passé donc les 3 parisiennes, l'EDEC et Schema. Et il faut dire que les oraux, toutes les écoles ont leur spécificité. Ce qui fait que les oraux, c'est une période en fait assez stressante. Parce que déjà, il y a une question logistique qu'il faut gérer pour les oraux, c'est que toutes les écoles ne sont pas au même endroit. Il faut trouver des logements, il faut trouver des transports, etc. Et ensuite, il faut gérer les épreuves qui sont très différentes selon les écoles. Donc, les oraux d'HEC, c'est une semaine assez intensive. C'est 3 jours, matin et après-midi, donc 6 épreuves.
où on est dans une ambiance où, comme c'est la meilleure école, tout le monde est hyper stressé. Donc on n'a pas beaucoup forcément de contact avec les gens. C'est assez compliqué. Et en fait, à HEC, il ne faut absolument pas se fier à ses ressentis. C'est un truc de fou. Je pensais avoir très bien réussi la géopolitique. J'ai eu 7. Je pensais avoir fait une catastrophe en anglais parce qu'on m'a coupé au milieu de ma présentation. Les questions ne sont pas allées du tout dans le sens où je voulais. Finalement, j'ai eu 14. Donc, c'est aussi... les oraux, c'est se rendre compte que notre perception, ce n'est pas du tout celle du jury. Là où les écrits, comme on a un an, où on a quand même eu des retours sur nos copies, on peut être un peu critique sur ce qu'on a fait. En fait, les oraux, pas du tout. Mais après, les oraux, c'est aussi un moment de partage avec les admisseurs. De manière générale, dans toutes les écoles, ils sont hyper sympas. Ils te font faire une visite du campus, ils te montrent un peu quelques assos, comment ça se passe. Ils te rassurent en te disant « Ouais, mais tu peux rater une épreuve, c'est pas grave, tu peux entrer quand même. » Et ce qui s'est passé à l'ESSEC, j'ai eu 9 en anglais, alors que c'était de l'anglais, quoi. Normalement, on n'a pas 9. Et finalement, je suis là-bas quand même, quoi. Donc, c'est chouette. Est-ce que tu aurais des conseils pour les oraux ? Pour les oraux, lâchez pas les maths après les écrits. C'est vraiment l'erreur que j'ai fait, c'est que les maths, je n'aimais pas ça du tout. J'ai procrastiné pendant 2 ans en me forçant à faire des maths parce que je voyais d'autres personnes faire des maths. Donc là, après les écrits, comme on n'est pas sûr d'avoir les écoles qui demandent des maths aux oraux, on a tendance à relâcher un peu la pression. Et en fait, c'est un peu l'erreur à ne pas faire. C'est-à-dire que j'ai pas eu de notes catastrophiques en maths aux oraux, mais je sais que si j'avais vraiment gardé le rythme, j'aurais pu avoir de bien meilleures notes. Donc, après, oui, pour les oraux, il ne faut pas non plus se mettre une pression de dingue. C'est-à-dire que vous avez déjà réussi vos écrits, c'est déjà super. Si vous êtes admissible aux 3 parisiennes, vous en aurez une des 3 après les oraux, sauf si vous faites vraiment une catastrophe monumentale en maths ou une bourde en entretien qui vous rend inadmissible à la fin. Il n'y a pas trop de soucis à se faire. Faut aussi être... c'est moins stressant que les écrits dans le sens où on joue moins de choses aux oraux qu'aux écrits. Est-ce que tu pourrais nous parler du test psychotechnique ? Ouais, alors c'est une épreuve assez étrange, le test psychotechnique. C'est-à-dire qu'on est 200 dans le gymnase de l'ESSEC et on nous donne un livret épais comme ça. Il est hyper... beaucoup de questions. Et donc, c'est des questions de logique pour une partie. Donc, compléter la suite de formes, compléter la suite de lettres. Lequel de ces mots n'est pas français ? Il y a des mots, je découvrais qu'ils étaient français. Donc, c'est une épreuve qui est assez spéciale parce que c'est pas du tout ce qu'on fait en prépa. Et on a assez peu d'entraînement. Donc, après, c'est pas une épreuve qui demande des heures et des heures d'entraînement de façon générale, mais c'est quand même bien d'avoir quelques mécanismes sur, par exemple, des suites de chiffres. Où, ça peut être des carrés, ça peut être des soustractions, ça peut être des multiplications, ça peut être des impairs, etc. Il faut trouver des intrus. Parfois, il faut avoir le réflexe aussi de chercher les intrus parmi telle catégorie. Donc ça, c'est la première partie. Donc la deuxième partie de l'épreuve, c'est une épreuve de mise en situation. C'est-à-dire qu'on va avoir des mails et on va devoir cocher une réponse sur comment on répondrait, par exemple, à Sylvie du service compta qui a un problème avec sa stagiaire, ou Bernard au marketing qui a du mal avec la prochaine campagne sur les réseaux, etc. Et donc, il faut trouver la réponse qui est la plus adaptée, même s'il n'y a pas forcément la réponse que nous, on mettrait. Donc, après, il faut dire que les mauvaises réponses, elles se voient. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas notre souci et on ne va pas s'en occuper, c'est à eux de gérer. Donc, faut pas être trop stressé non plus par rapport à ça, même si on n'a pas les compétences de manager à ce moment-là de nos études, parce qu'on n'a pas encore fait l'école pour être manager. Mais c'est vraiment juste de la mise en situation et c'est pour voir si tu as déjà des bons réflexes. Alors, tu viens d'intégrer le programme Grande École de l'ESSEC. Est-ce que tu pourrais nous dire comment se passe ce début d'année pour toi ? Oui, donc à l'ESSEC, on ne commence pas directement les cours. Au début, on a des séminaires donc, sur un peu tout. On a eu un séminaire sur prendre la parole en public, un séminaire sur changer le monde. Et donc, tous les séminaires s'organisent de manière assez différente. Donc, il ne faut pas s'attendre en début d'année à l'ESSEC à avoir un planning hyper précis. C'est-à-dire qu'on nous transmet un peu les infos à la dernière minute. C'est-à-dire que là, je sais que demain, je commence à 8h, mais je ne sais pas ce que je vais faire demain. Et c'est pas grave, il faut juste s'adapter. Et c'est des formats très différents de ce qu'on fait en prépa. Donc, à la fois, c'est un peu déroutant, mais en même temps, je pense que c'est une bonne initiation pour nous rendre compte que l'école de commerce, c'est pas ce qu'on a fait en prépa, c'est autre chose. Donc, il y a beaucoup plus d'activités en groupe, beaucoup plus d'activités où on est amené à prendre la parole devant beaucoup de gens. C'est-à-dire que moi, ça fait un mois que je suis à l'ESSEC et j'ai déjà dû parler devant le grand amphi de 440 personnes. Ça change de la prépa où ce qu'on faisait à l'oral, c'était deux jurys, quelques élèves de la classe à la rigueur. Mais, donc oui, ça s'organise de manière très différente de la prépa, mais
ça se passe bien. Et il y a toute la vie associative en parallèle qui se met en place. Donc on va à des after-work, on va à des ateliers, où on rencontre aussi les bureaux des associations, donc président, vice-président, trésorier, etc. Et donc là, en ce moment, c'est les recrutements. Donc on va voir quelle association on aura. Qu'est-ce qui t'a plu aux oraux de l'ESSEC, contrairement à HEC ou l'ESCP? Les gens étaient beaucoup plus détendus à l'ESSEC. C'est-à-dire que les administrateurs étaient vraiment hyper ouverts. On nous faisait faire des visites, on venait nous parler vraiment de manière très libre, sans pression, sans l'impression que c'était forcé. À HEC, je pense qu'il y avait tellement de stress du côté des élèves que peut-être on était fermés. Mais après, des retours que j'ai eus à HEC, c'était aussi... C'est un très très grand campus. Les gens ont beaucoup de choses à gérer, aussi les élèves. Donc on a moins de contact avec eux. Et on est plus vite perdu, je trouve, à HEC. Et l'ESCP, c'était bien aussi, les administrateurs étaient là aussi, mais c'est une ambiance qui est très différente parce qu'on doit passer 4 orales dans la même journée, donc c'est un peu le sprint, et ça se ressent aussi dans la façon dont les oraux sont organisés. Là où à l'ESSEC, il y a 3 orales sur une journée, c'est un peu plus cool, et les administrateurs, c'est un peu plus cool. Et les administrateurs, ils étaient vraiment là pour nous accompagner jusqu'aux salles, nous faire visiter le campus, nous parler aussi de leurs associations. C'était vraiment une discussion en fait avec les administrateurs, donc ça rendait l'expérience des oraux beaucoup plus agréable. En dehors des cours, est-ce que tu envisages de t'engager dans des associations? Du coup, oui, il y a plusieurs associations à l'ESSEC qui m'intéressent, donc on est en train de passer les recrutements. Moi, j'ai passé des auditions, puisque je souhaiterais m'engager dans des assos plutôt de spectacles. Donc j'ai passé la comédie musicale, donc l'association Musical, et le théâtre, donc l'association Comédia. Donc j'attends les résultats. Et je passe aussi les recrutements du bureau des jeux. Donc c'est une asso sur les jeux de société, les jeux de cartes, les jeux vidéo, un peu tout type de jeux. Donc une asso un peu plus détente, où c'est déjà ce que je fais un peu avec mes potes. Donc ça va être chouette. Est-ce que tu as déjà commencé à réfléchir à la suite de ton parcours après l'ESSEC? Pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'opportunités à l'ESSEC, il y en a plein que je ne connais pas encore. Et comme je ne sais pas exactement ce que je veux faire encore aujourd'hui, je sais qu'il y a des secteurs qui m'intéressent, mais après, il y a plein de choses que je ne connais pas. C'est-à-dire que j'ai jamais eu un cours de finance, donc en fait, peut-être que finance, je vais adorer ça. Même si aujourd'hui, je me dis, travailler en finance, c'est pas ce qui m'attire. Pour l'instant, je me dirigerai plutôt vers des domaines dans le RSE, le combat écologique, etc. Soit dans l'entrepreneuriat, mais bon, pour l'instant, j'ai pas d'idée. Donc, plutôt soit dans du conseil en RSE, soit dans le secteur public, soit vers quelque chose de beaucoup plus politique et géopolitique. Il y a des chaires à l'ESSEC qui permettent de se spécialiser vers la géopolitique, etc. Donc, c'est pour l'instant les secteurs vers lesquels je me dirige, mais j'ai pas d'idée fixe.